Bienvenue dans cette seconde partie de l'iceberg sur les tueurs cannibales. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à aller la voir avant de continuer. Dans cette suite, nous allons descendre un peu plus profondément dans l'horreur, en exploitant des cas encore plus troublants, encore plus sombres, et parfois méconnus du grand public. Préparez-vous à plonger dans les abysses de l'horreur humaine, et à découvrir des histoires qui risquent de vous hanter. Alors la partie 2 de l'iceberg sur les tueurs cannibales. Ça vous intéresse ? Nous sommes à la surface de l'iceberg. À ce stade, on commence à explorer des affaires un peu plus obscures. Ces criminels sont connus dans des cercles spécialisés de la criminologie, mais leur histoire est assez rarement évoquée dans les médias traditionnels. Nicolas Clos, surnommé le vampire de Paris, est principalement connu pour son obsession morbide pour la mort. Nicolas Clos est né en 1972 au Cameroun, mais grandit à Paris. Dès son adolescence, il manifeste un intérêt troublant pour le morbide, pour la mort et pour le sang. Il développe une fascination pour les tueurs en série, les rituels satanistes et le vampirisme, qui deviendront des éléments centraux de son identité. En tant que jeune adulte, il travaille comme employé pour une morgue, ce qui alimente son obsession pour la mort. Cette curiosité morbide, il la pousse au point de prélever des morceaux de chair humaine sur les corps et de les ramener chez lui. Et comme vous vous en doutez, il va y goûter. Et comme cela, durant des mois, il va continuer à amener des morceaux de corps humain chez lui pour satisfaire sa curiosité. En 1994, Nicolas Clos tue Nicolas Bisson, un homme de 34 ans, et ce par balle dans son appartement parisien. Le meurtre est motivé non seulement par une impulsion violente, mais aussi par une curiosité morbide, pour exploiter l'un de ses fantasmes, celui de tuer. Bien qu'il ait été condamné pour ce crime, c'est ce qu'il a fait en marge de cet acte qui le rend encore plus célèbre. Clos aurait consommé des parties de chair humaine, se livrant à des actes de cannibalisme. Lors de la perquisition de son appartement, des sacs de sang ont été retrouvés. Et pour cause, il travaillait aussi dans une banque de sang. Lors de son arrestation, il avoue avoir bu du sang humain. Ces récits détaillés de ses pratiques, combinés à son apparence et à son style de vie gothique, renforcent sa réputation de vampire. Je travaillais dans une morgue à l'époque, de l'hôpital Saint-Joseph à Paris, dans le 14e arrondissement. Voilà. Et donc j'étais agent de chambre mortuaire et à l'époque on faisait beaucoup d'autopsies. On était 3 mecs à faire des autopsies et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que quand je faisais les autopsies et que j'étais seul, j'ai prélevé des morceaux et j'ai goûté, tu vois, parce que j'avais cette curiosité et c'est, on va dire, ces fantasmes depuis que j'étais ado et même avant, tu vois, quand j'étais gamin, j'étais toujours fasciné par ces trucs-là. Et étant donné que j'avais l'occasion de le faire, je l'ai fait. Il y a des trucs que j'ai ramenés chez moi, j'ai essayé différents trucs, etc. J'ai fait pendant une période de 5 mois à peu près. Il y avait un côté spirituel, parce que le fait de le faire ça, je ressentais comme une énergie. Mais aussi, voilà, c'était totalement nihiliste. J'avais un mode de vie nihiliste. Et dans ma tête, j'avais des idées extrêmement noires. On va dire que j'ai été arrêté à temps. Et effectivement, plus tard, il y a eu un meurtre. Et les flics ont retrouvé chez moi des sacs de sang, parce que je travaillais à la banque du sang aussi. Et j'en avais taxé quelques-uns. J'avais un système où je décollais les étiquettes, je les remettais, etc. Quand il y avait des interventions chirurgicales, donc je récupérais les poches de sang. Donc j'ai fait ces trucs-là, d'où le mot vampire qui a été utilisé aussi. Nicolas Clos est arrêté en 1994 suite au meurtre. Il n'a pas été arrêté pour des faits de cannibalisme. Et je vous rassure, il n'a pas consommé la chair de l'homme qui l'a tué. Je sais pas si c'est rassurant. Lors de son procès, Clos choque la cour avec son attitude désinvolte et son absence de remords. Il avoue volontiers ses pratiques morbides et les explique comme étant des expériences personnelles. En 1997, il est condamné à 12 ans de prison pour meurtre. Clos est libéré après avoir purgé une partie de sa peine. Depuis sa libération, il a tenté de réhabiliter son image, tout en capitalisant sur sa notoriété. Il est devenu un acteur dans la publication d'ouvrages à caractère sombre,
notamment à travers la maison d'édition Camion Noir, dans laquelle il tient une place importante. Il continue également de participer à des interviews et des documentaires, racontant ses crimes avec une franchise qui fascine et répugne à la fois. Bizarre. Dégueulasse. Daniel Rakowitz est né en 1960 dans une petite ville du Missouri. Enfant, il est décrit comme intelligent, mais socialement maladroit, avec des troubles comportementaux. Après avoir quitté le lycée, il s'installe à New York au milieu des années 80, où il devient une figure marginale dans le quartier bohème de l'East Village, fréquenté par des artistes, des musiciens et des sans-abri. Il se fait connaître localement comme un excentrique qui se disait roi des squatteurs et qui prêchait une étrange philosophie spirituelle. Monica Birl, 25 ans, était une étudiante suisse qui était venue à New York pour poursuivre ses études en danse contemporaine. Et elle partageait son appartement avec Rakowitz. Et selon leurs connaissances, la cohabitation était tendue. Rakowitz était envahissant et montrait des comportements de plus en plus inquiétants. Il ne nettoyait pas autour de l'évier quand il se rasait. Ça c'est moi. Rakowitz aurait nourri une obsession romantique non partagée pour Birl, ce qui aurait alimenté sa frustration et sa colère. Après une dispute, en août 89, Rakowitz l'aurait tué, prétendant plus tard qu'il l'avait frappé à mort. Les détails de l'incident restent flous, car la plupart des informations proviennent de ses propres récits. Après le meurtre de Monica, Rakowitz aurait démembré son corps dans la baignoire de leur appartement. Selon les enquêteurs et les témoignages, il a bouilli certaines parties du corps et a prétendu plus tard qu'il les avait cuisinées. Rakowitz a raconté à plusieurs connaissances qu'il avait préparé une soupe avec les restes et l'avait partagée avec des sans-abri et des amis. Bien que la véracité de cette dernière information est sujette à controverse, car ça n'a pas été prouvé à 100%, mais a contribué à l'aspect sensationnaliste de l'histoire. Daniel Rakowitz a été arrêté après avoir raconté son crime à plusieurs personnes. Un de ses amis, choqué, a alerté la police. Lorsqu'il a été appréhendé, Rakowitz semblait confus, mais peu troublé par ses actes. Il a rapidement avoué le meurtre, mais a donné des versions contradictoires sur les motifs et les détails. Les autorités ont trouvé des preuves accablantes, y compris des restes humains correspondant à Birl. Cela a confirmé son rôle dans le crime. Le procès de Rakowitz a débuté en 91 et s'est concentré sur sa santé mentale. Les avocats de la défense ont plaidé qu'il était gravement atteint de schizophrénie paranoïde et qu'il ne comprenait pas la nature de ses actes. Finalement, il a été reconnu non coupable pour cause de folie. Cela ne signifie pas qu'il a été libéré, mais il a été interné en hôpital psychiatrique sécurisé, où il reste à ce jour. Peter Bryan est né en 1969 à Londres. Il est connu pour une série de meurtres particulièrement macabres impliquant des actes de cannibalisme. En 93, Bryan tue Nisha Seth, une jeune femme de 21 ans. Elle était la fille des employeurs de Bryan, qui travaillait alors dans une boutique qu'il gérait. Il l'a assassinée en la frappant à mort avec un marteau. Jugé mentalement inapte à subir un procès, il a été interné dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité où il va être soigné pendant plusieurs années. En 2002, Peter Bryan a été transféré dans un établissement moins sécurisé. Et en 2004, il a été libéré sous surveillance, après qu'on ait argumenté qu'il ne représentait plus un danger. Cependant, cette évaluation s'est révélée catastrophique. Le 17 février 2004, quelques semaines après sa libération, Bryan s'est rendu chez son ami Brian Cherry, un homme de 43 ans, à Londres. Là, il l'a tué sauvagement. Lorsque la police est arrivée sur place, elle a découvert une scène de cauchemar. Bryan avait découpé le corps de Cherry et cuisiné une partie de son cerveau, retrouvé dans une poêle, qu'il avait commencé à manger. Lors de son arrestation, il a calmement déclaré « J'aurais aimé en manger plus ». Après son arrestation, Peter Bryan a de nouveau été interné dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité. Et tout est bien qui finit bien. Non, malheureusement ça ne l'a pas empêché de tuer à nouveau. Car quelques mois plus tard, il va tuer un autre patient. Richard Ludwell, un homme âgé de 59 ans. Bryan l'a frappé à mort dans une salle commune de l'hôpital. En 2005, Bryan a été condamné à perpétuité avec la recommandation stricte qu'il ne soit jamais libéré. Il est actuellement détenu dans un hôpital sécurisé pour criminels souffrant de troubles mentaux graves. Big Lurch
de son vrai nom Anton Singleton, est un rappeur américain né en 1976, connu pour sa carrière dans le gangsta rap. Il est surtout tristement célèbre pour un crime atroce commis en 2002 sous l'influence de drogues hallucinogènes. En effet, le 10 avril 2002, Big Lurch a été arrêté pour le meurtre brutal de Tynisha Issays, une jeune femme de 21 ans avec qui il partageait un appartement à Los Angeles. La victime a été retrouvée horriblement mutilée. Son corps présentait des blessures extrêmement violentes. Des parties de son visage et de ses poumons ont été arrachées, et des analyses ont révélé des marques de morsure. Big Lurch aurait donc consommé certaines parties du corps. Lorsque la police l'a arrêté, Big Lurch était nu, couvert de sang et complètement confus dans la rue. Une autopsie a révélé que des morceaux de poumon de la victime avaient été consommés. Des tests toxicologiques ont prouvé que Singleton était sous l'influence du PCP, du phencyclidine, une drogue hallucinogène connue pour provoquer des délires, des pertes de contrôle et des comportements violents. En 2003, Big Lurch a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Nikolai Dzumagaliev est un tueur en série et cannibale soviétique ayant sévi au Kazakhstan à la fin des années 70. Dzumagaliev ciblait principalement des femmes, qu'il attirait dans des endroits isolés en usant de son charme ou en leur proposant son aide. Une fois en position de force, il les attaquait avec un couteau, les assassinait, puis mutilait leur corps. L'aspect le plus macabre de ces meurtres réside dans le fait qu'il dégustait la chair de ses victimes, souvent en la cuisinant. Il aurait même invité des amis à dîner, auxquels il aurait servi cette chair humaine sans que personne ne s'en soit rendu compte. Dzumagaliev prétendait que consommer de la chair humaine lui permettrait de transcender ses instincts primaires. Il se considérait comme un purificateur de la société en ciblant des femmes qu'il jugeait immorales. En 1980, il a été arrêté après qu'un groupe d'amis, invités chez lui, ait découvert un cadavre en morceaux dans son domicile. Jugé atteint de schizophrénie paranoïde, il a été déclaré irresponsable de ses actes et interné dans un hôpital psychiatrique au lieu d'être emprisonné. Nicolas Coqueigne, surnommé le cannibale de Rouen, est un criminel français né en 71 dans l'Aisne. En janvier 2007, alors détenu dans la maison d'arrêt de Rouen pour tentative de viol, Coqueigne partageait sa cellule avec 2 codétenus, dont un certain Thierry Baudry. À la suite d'une altercation, il agresse Thierry Baudry, le frappe violemment et le poignarde avec une paire de ciseaux, avant de l'étouffer avec un sac plastique. Pensant extraire son cœur, il lui ouvre la cage thoracique avec une lame de rasoir et prélève un organe qu'il croit être le cœur, mais qui s'avéra être une partie du poumon gauche. Il consomme ensuite une partie de cet organe cru et fait cuire le reste sur un réchaud, et le tout sous les yeux de la 3e personne avec qui les 2 hommes partageaient leur cellule. T'es un tordu, toi. T'es un malade mental. T'es un starbé. Mais t'es pas bien dans ta tête, là. Faut aller en asile psychiatrique, hein. Lors de son procès, Coqueigne déclare avoir à plusieurs reprises demandé de l'aide psychologique sans succès, et que cet acte pourrait attirer l'attention sur son état mental. Cette affaire a suscité une vive émotion en France, mettant en lumière les dysfonctionnements du système pénitentiaire et les insuffisances dans la prise en charge des détenus souffrant de troubles mentaux. Mark Sappington, surnommé le vampire de Kansas City, est un tueur en série né le 9 février 1978. Entre mars et avril 2001, il a été reconnu coupable du meurtre de 4 de ses connaissances à Kansas City. L'un de ces meurtres a particulièrement attiré l'attention en raison d'actes de cannibalisme. En effet, il aurait consommé une partie de la jambe de sa victime, alors âgée de seulement 16 ans. Lors de son procès, la défense a mis en avant que leur client était atteint de schizophrénie et que de plus, il consommait lui aussi de la PCP. Ah, le pauvre, il y peut rien s'il consomme de la drogue. Sappington a affirmé que des voix dans sa tête lui ordonnaient de consommer de la chair humaine et du sang sous peine de mourir. Le 23 juin 2004, il a été reconnu coupable des meurtres de 3 jeunes personnes. Il a été reconnu coupable des meurtres d'au moins 3 jeunes personnes. Vince Li, né en 68 en Chine, est un individu connu pour une attaque tragique survenue le 30 juillet 2008 au Canada
lors d'un trajet en bus. Lee a mortellement agressé Tim McLean, un jeune homme de 22 ans, le poignardant à de multiples reprises avant de le décapiter et de commettre des actes de cannibalisme. I was just reading a book. All of a sudden I heard a guy screaming. I turned around and the guy sitting right next beside me was standing up and stabbing another guy with a Rambo knife, pretty much. It was a big survival knife like this in the throat, repeatedly. Told everybody to get off the bus. Everybody started to get off the bus. The guy still kept stabbing him. Everybody got off the bus. Me and a trucker that had stopped and the Greyhound driver ran up to the door to maybe see if the guy was still alive or we could help or something like that. And when we all got up, we seen that the guy was cutting off the guy's head. He was cutting off the guy's head there. And he saw us. He came back to the front of the bus, told the driver to shut the door. He pressed the button and the door shut, but it didn't shut in time, and the guy was able to get his knife out and take a swipe at us, so we backed off the door, and I ran around the backside of the bus driver took off. Arrêté sur les lieux, Vince Lee a été inculpé de meurtre au second degré. Lors de son procès, il a été reconnu non criminellement coupable du meurtre, en raison de troubles mentaux. Le tribunal a conclu qu'il ne pouvait pas pénalement être responsable de ses actes, car il était en proie à des délires au moment des faits, croyant entendre la voix de Dieu lui dire de tuer McLean pour se protéger. À la suite de ce verdict, Lee a été interné au centre de santé mentale de Selkirk, où il a reçu des soins psychiatriques intensifs. Au fil des années, son état s'est amélioré grâce à un traitement médicamenteux et une thérapie appropriée. Selon les sources, en 2015, il a obtenu des sorties supervisées, suivies en 2016 de permissions de sortie non supervisées. Et en février 2017, on lui a accordé une libération totale sans condition, estimant qu'il ne représentait plus une menace significative pour la société. Et à cette occasion, il aurait donc changé de nom. Cette affaire a suscité un débat national au Canada sur la défense de non-responsabilité criminelle en raison de troubles mentaux, et sur les procédures de réintégration des gens, et sur les procédures de réintégration des individus ayant commis des actes violents en raison de maladies mentales. La famille de Tim McLean, notamment sa mère, a exprimé sa douleur et son désaccord face aux décisions judiciaires, estimant que justice n'avait pas été rendue pour son fils. Alexander Spevitsev est un tueur en série russe né en 70. Il est reconnu pour avoir commis une série de meurtres particulièrement atroces dans les années 90, ciblant principalement des enfants des rues et des jeunes femmes en Sibérie. Spevitsev a grandi dans un environnement familial assez trouble, avec une mère qui aurait entretenu avec lui une relation fusionnelle assez malsaine. Après une première incarcération pour le meurtre de sa petite amie en 88, il est libéré en 91. Et par la suite, avec l'aide de sa propre mère, il a tiré des victimes dans leur appartement, qui seront torturées, tuées et parfois cannibalisées. Les autorités ont découvert ces crimes en 96 lorsqu'une intervention de routine a révélé des restes humains dans son domicile. Arrêté, Spevitsev a initialement avoué 19 meurtres, bien que certaines sources estiment que le nombre réel de ses victimes pourrait dépasser 80. En 97, il a été condamné pour seulement 4 meurtres, tandis que sa mère a été condamnée à 13 ans de prison pour complicité. Mais en raison de son état mental, Spevitsev a été interné de manière permanente dans un hôpital psychiatrique où il est toujours à ce jour. On le salue. Non. Nous allons maintenant plonger dans les profondeurs. Les affaires qui s'y trouvent sont rarement évoquées par des personnes n'étant pas spécialement intéressées par les faits divers. Ici, on parle d'affaires encore plus obscures, pouvant s'apparenter à des légendes urbaines, car certains de ces cas sont si peu documentés que leur existence est même parfois remise en cause. Dorangel Vargas, surnommé El Comegente, le mangeur d'hommes, ou le Hannibal Lecter des Andes, est un tueur en série et cannibale vénézuélien né en 1957. Vargas, un sans-abri souffrant de troubles mentaux, a été arrêté à la fin des années 90 après avoir avoué le meurtre et la consommation d'au moins 10 à 11 hommes sur une période de 2 ans. Il traquait des hommes dans des parcs,
et les attaquait à coups de pierre ou de couteau. Il conservait des parties de leur corps qu'il pouvait cuisiner, tandis qu'il enterrait généralement les pieds, les mains et les têtes. Où sont les poulards? J'ai faim. Ces amuse-bouches m'ont mis en appétit. Vous avez encore faim? Après ce que vous êtes goinfré? Vargas ciblait principalement des hommes, affirmant qu'il ne consommait pas de femmes ni d'enfants, les considérant comme trop purs pour être mangés. Il prétendait aussi éviter les personnes en surpoids, expliquant que la viande avait trop de graisse, et les fumeurs, qu'il jugeait pollués. Avant la découverte de ces crimes, Vargas avait déjà été arrêté pour des faits de meurtre et de cannibalisme sur un homme, ce qui lui avait valu d'être interné en hôpital psychiatrique. Il en est sorti, et faute de suivi médical approprié, il a récidivé. En 2016, alors qu'il était incarcéré, Vargas aurait été impliqué dans une émeute carcérale, au cours de laquelle il aurait tué et consommé 2 codétenus, servant leur reste à d'autres prisonniers. Toutefois, cet événement est sujet à controverse, et certaines sources indiquent qu'il aurait simplement assisté à l'incident, sans y participer directement. La Chijeon Family était un gang sud-coréen actif dans les années 90. Fondé par Kim Ki-won, un ancien détenu, le groupe était composé de 6 autres membres, principalement d'anciens prisonniers et de travailleurs au chômage, partageant une rancune profonde contre les riches. Le gang ciblait spécifiquement des personnes aisées, les kidnappant, les extorquant, les assassinant et parfois les cannibalisant. Ils considéraient la classe supérieure comme responsable de leur situation et voulaient donc exterminer les riches. Les crimes du gang incluaient l'enlèvement, l'extorsion, le meurtre, la torture, le viol et donc le cannibalisme. Ils ont été reconnus du meurtre d'au moins 5 personnes. Le démantèlement du gang a été rendu possible grâce à une victime qui a réussi à s'échapper et alerter la police. Après son témoignage, les autorités ont rapidement localisé et arrêté les membres du gang. En novembre 1994, la quasi-totalité des membres de la Chijeon Family ont été condamnés à mort. Ils ont été exécutés le 2 novembre 1995 au centre des détentions de Séoul. Surnommé le poète cannibale, José Luis Calva était un écrivain amateur et criminel mexicain. Il est devenu célèbre après son arrestation en 2007, liée au meurtre et à la cannibalisation de sa compagne. La vie de Calva a été marquée par des traumatismes dès l'enfance. Son père est décédé lorsqu'il avait 2 ans et sa mère ramenait très souvent des hommes à la maison qu'elle le forçait à appeler papa. Et dès l'âge de 6 ans, il va régulièrement fuguer et commencer à vivre dans la rue et consommer alcool et drogue. En 2007, la police se rend au domicile de Calva, suspecté dans la disparition de sa petite amie, vue pour la dernière fois le 6 octobre. Sur place, les policiers le trouvent en train de consommer de la chair humaine assaisonnée de citron. Tentant de s'échapper en sautant par la fenêtre, il se blesse grièvement, mais il est immédiatement appréhendé. La fouille de son appartement révèle le corps mutilé de sa compagne, de la chair humaine dans le réfrigérateur et une poêle contenant de la chair humaine cuite. Ils retrouvèrent également des os humains dans des boîtes de céréales. Cependant, le 11 décembre 2007, Calva est retrouvé dans sa cellule, pendu à l'aide de sa ceinture. Dimitri et Natalia Bakshiv, surnommés le couple cannibale par les médias, ont été arrêtés en 2017 en Russie après la découverte macabre de restes humains dans leur appartement. L'affaire débute lorsque Dimitri Bakshiv perd son téléphone portable, qui contient des photos de lui posant avec des parties de corps humain, notamment une main coupée placée dans sa bouche. Et je devrais pas vous le dire, mais ces photos, elles sont dispo sur internet et elles mettent très mal à l'aise. Le téléphone est donc retrouvé par des ouvriers du bâtiment et est remis aux autorités qui ouvrent une enquête sur le couple. Les investigations révèlent que le couple aurait donc assassiné une femme en septembre 2017. Il l'aurait droguée, tuée et démembrée. Des parties de son corps étaient conservées dans le réfrigérateur et en saumure. Des rumeurs suggèrent qu'ils auraient tenté de nourrir des soldats de l'académie militaire locale avec de la viande humaine en conserve, bien que cela n'ait jamais été prouvé. Les Bakshiv auraient initialement avoué au moins 30 meurtres. Cependant, en faute de preuves suffisantes, un seul leur a été attribué. En 2019, Dimitri Bakshiv est condamné à 12 ans et 2 mois de prison pour meurtre et mutilation de cadavres. Natalia, elle, considérée comme l'instigatrice, est jugée mentalement irresponsable et internée en hôpital psychiatrique.
Jérémy Rimbaud, surnommé le cannibale des Pyrénées, est un ancien militaire français, né en 87 à Tarbes. Rimbaud s'engage dans l'armée, au régiment d'infanterie de chars de Poitiers, atteignant le grade de caporal. Il est déployé en Afghanistan de 2010 à 2011, où il est exposé à des événements traumatisants, notamment la mort de camarades lors d'explosions de mines. Ces expériences entraînent chez lui un syndrome de stress post-traumatique, aggravé par la consommation de kétamine. Le 14 novembre 2013, en proie à un délire paranoïde, Rimbaud attaque un agriculteur de 90 ans à Nouillan, dans les Hautes-Pyrénées. Il le frappe à mort avec une barre de fer. Il mutile le corps, prélevant le cœur et la langue, qu'il cuisine avec des haricots blancs. Un SDF de 26 ans est soupçonné d'avoir pénétré dans cette maison jeudi soir et d'en avoir tué sauvagement le propriétaire avec une barre de fer, puis l'homme se serait livré à un acte de cannibalisme. Il semblerait qu'il ait ensuite extrait, à l'aide d'un couteau Opinel qu'il a trouvé sur place, le cœur de sa victime et également un morceau de langue qu'il nous déclare avoir fait cuire avant de le manger. Après le meurtre, il agresse un autre homme, mais il est appréhendé par la gendarmerie le soir même. En mai 2015, la justice le reconnaît irresponsable de ses actes, en raison de son état psychotique. Il est interné en unité pour malades difficiles à Cadillac en Gironde. Il est ensuite transféré dans un centre psychiatrique à Toulouse. Ozgur Cengiz, surnommé le cannibale d'Ankara, est un tueur en série et cannibale turc, né en 84. À 17 ans, il a tué un de ses amis lors d'une dispute, ce qui lui a valu une peine de 10 ans de prison, réduite en raison de son jeune âge. Après avoir purgé 3 ans, il effectue son service militaire, durant lequel il a été hospitalisé à plusieurs reprises pour des problèmes psychologiques. Le 5 juin 2007, il tue un ingénieur informatique après que celui-ci l'ait contrarié. Quelques mois plus tard, il tue un éboueur dans une décharge. Et quelques heures plus tard, il rencontre un employé municipal d'une 50aine d'années, sur lequel il va tirer à plusieurs reprises dans la tête, par derrière. Il va ensuite dépecer le corps et consommer une partie de la chair crue, et va conserver le reste dans son réfrigérateur. La police a retrouvé Ozgur Cengiz grâce aux appels passés depuis le téléphone portable volé à sa première victime. Lors de la perquisition de son appartement, ils ont découvert de la chair humaine dans son frigo. Cengiz a avoué ses crimes sans remords, déclarant qu'il était irrésistiblement attiré par la consommation de chair humaine. Il était reconnu coupable de 2 meurtres et condamné à 2 peines de prison à perpétuité. Cependant, la justice a conclu qu'il était atteint de troubles mentaux, annulant sa condamnation et ordonnant son internement en hôpital psychiatrique. Et vous remarquerez que j'ai pas fait de blague sur le fait que le mec s'appelle Ozgur. Oh, merde, je l'ai fait. Karl Grossmann, né en 1863 en Allemagne et mort en 1922, était un tueur en série allemand. Il est tristement célèbre pour ses crimes perpétués dans la région de Berlin au début du XXe siècle. Grossmann était connu pour attirer des femmes, souvent vulnérables ou sans abri chez lui, sous prétexte de leur offrir du travail ou un logement. Une fois chez lui, il les assassinait. Et il aurait tué beaucoup de femmes, même si le nombre exact est incertain. L'aspect le plus particulièrement macabre de ces crimes réside dans le fait qu'il aurait également pratiqué le dépeçage des corps, et qu'il aurait vendu la viande sur les marchés locaux, notamment en période de pénurie alimentaire pendant la Première Guerre mondiale. Grossmann a été arrêté en 1921 après qu'un voisin ait dénoncé le fait qu'il entendait des bruits étranges venant de chez lui et une odeur nauséabonde. Lors de son arrestation, des restes humains ont été découverts, confirmant les soupçons des enquêteurs. Le procès a attiré une grande attention médiatique, mais Grossmann ne révéla jamais le nombre exact de ses victimes. Il fut condamné à mort pour ses crimes. Zhang Yongming, surnommé le monstre cannibale de Yunnan, était un tueur en série chinois né en 1956. Il a été reconnu coupable du meurtre de 11 jeunes hommes entre 2008 et 2012 dans la province de Yunnan, en Chine. En 1979, il avait déjà été condamné à mort pour homicide volontaire, mais sa peine avait été commuée, et il avait été libéré à la fin des années 90, après des réductions de peine. Après sa libération, il s'est installé dans un petit village où il a recommencé à commettre des crimes. Il attirait ses victimes, notamment des adolescents et des jeunes hommes, les étranglait puis les dépeçait.
il a été rapporté qu'il conservait certaines parties des corps, notamment les globes oculaires dans des bouteilles d'alcool, et qu'il faisait sécher la chair humaine. Zhang aurait également nourri ses chiens avec les restes de ses victimes, et en aurait vendu sur le marché local, la présentant comme de la viande d'autruche. Son arrestation en 2012 a révélé l'ampleur de ses crimes, suscitant une indignation nationale. Les autorités ont également sanctionné 12 policiers pour négligence dans cette affaire, y compris le chef de la police et le responsable du poste de police, qui ont été démis de leurs fonctions. Zhang Yongming a été condamné à mort en juillet 2012 et exécuté le 10 janvier 2013. Le cannibalisme, en tant qu'acte extrême, dépasse l'entendement humain et provoque un mélange de fascination et de répulsion. Ce n'est pas seulement un crime, c'est une transgression absolue des normes sociales et morales, une atteinte directe à ce qui définit notre humanité. À travers cet iceberg, nous avons exploré l'histoire des pires individus ayant franchi cette ligne, des tueurs dont les actes dépassent l'horreur ordinaire. Mais il est important de rappeler que ces récits ne doivent en aucun cas être glorifiés. Il ne s'agit pas ici de sensationnalisme, ni d'admiration malsaine, mais d'un regard froid sur l'inhumanité dont certains sont capables. Ces criminels ont marqué l'histoire par leurs atrocités, mais derrière leurs actes, il y a des victimes, des familles brisées et une douleur inimaginable. Si le cannibalisme nous fascine autant, c'est parce qu'il représente une frontière ultime entre la civilisation et la barbarie. Depuis toujours, les mythes, les légendes et même l'histoire regorgent de cas de cannibalisme, souvent associés à la folie, à la survie ou à des rites obscurs. Pourtant, chaque fois qu'un cas réel émerge, il choque profondément, nous rappelant que l'horreur peut exister sous des formes inimaginables. Finalement, cette vidéo n'a pas pour but de nourrir une curiosité morbide, mais plutôt d'explorer l'ampleur de la noirceur humaine. Cette histoire nous rappelle à quel point il est essentiel de comprendre les mécanismes psychologiques et sociétaux qui mènent à de tels actes, non pas pour les excuser, mais pour mieux les comprendre et les prévenir. Et surtout, n'oublions jamais que derrière chaque nom mentionné dans cet iceberg, il y a des victimes dont les histoires méritent d'être rappelées, non pour glorifier leurs bourreaux, mais pour que leur mémoire ne soit jamais éclipsée par l'horreur de ceux qui leur ont ôté la vie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si mon contenu vous plaît, je vous invite à laisser un like, un commentaire constructif et surtout à vous abonner. Je vous invite également à aller jeter un œil sur les autres vidéos de la chaîne. Et sur ce les amis, moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bon appétit.